Notre deuxième sujet majeur du jour, les autorités burkinabées ont annoncé la tenue d'élections présidentielles et législatives le 22 novembre prochain. L'annonce a été faite mercredi à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue au palais présidentiel à Ouagadougou, la capitale. Quel est le degré de préparation du pays? La question mérite d'être posée. C'est ce qu'on va voir justement avec la suite de notre série en rapport avec le sommet de l'Union africaine autour du thème « Faire taire les armes en 2020 ». Cette série nous emmène justement au Burkina Faso où les populations semblent se résigner face aux attaques djihadistes désormais quasi hebdomadaires. Ce camp de réfugiés à Kaya, dans le nord-est du Burkina Faso, est peuplé de centaines de personnes qui arrivent chaque semaine en quête de sécurité et laissant tout derrière elles. Elles ont fui les violences commises par des groupes terroristes armés. Samedi, 18 civils avaient été tués dans une attaque djihadiste à Lamdamol. Il y a aussi ces nombreuses pertes subies par l'armée. Difficile pour les populations de pronostiquer dans ce cas la victoire du gouvernement dans ce combat contre le terrorisme. Je pense qu'il faut souhaiter simplement que les forces de défense puissent venir à bout du djihadisme. Quant aux volontaires qui ont manifesté l'intérêt de rejoindre les troupes au combat, que Dieu leur donne la force d'y aller. Moi, j'hésite encore à me faire enrôler. Parce que j'ai peur quand je vois arriver des déplacés ici tous les jours. Au Burkina Faso particulièrement, je veux dire que le Burkinabé doit être solidaire envers l'autre. Sinon, on ne peut pas traverser le territoire pour venir faire la pagaille et puis repartir. Il ne peut pas. C'est parce que tout simplement, il y a une fissure qui est là. Et cette fissure-là, il faudra que dans les villages, tout le monde soit mobilisé. Le terrorisme va finir au Burkina Faso. Si c'est le Burkina Faso là, le terrorisme va finir. La présence des forces étrangères dans le Sahel est loin de freiner les ardeurs des groupes terroristes et la force du G5 attend d'opérer au maximum de ses moyens. En attendant, l'heure est à la résilience. Je crois que le Burkinabé commence à faire avec cette situation donc, de terrorisme. On est dans une sorte de résilience aujourd'hui parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des hommes qui tombent. Mais ce n'est pas parce que les hommes tombent que ceux qui continuent de vivre doivent se morfondre dans leur maison. Vous savez que l'État travaille donc à la mise en place d'un fonds d'urgence pour parer à ces insuffisances constatées depuis de listes, comme je viens de le dire. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que l'argent n'est pas dans les poches des gens, et que ça aille dans des projets novateurs et des projets porteurs qui puissent permettre à ces jeunes, donc, dans les zones de conflit, de sortir de l'ornière. Les massacres des populations et des soldats sont le fait des organisations terroristes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique et le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, entre autres. And just as it was said in that report, it is not just Burkina Faso. La situation ne concerne pas que le Burkina Faso, mais plusieurs autres pays du continent aussi. Nous avons en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, le journaliste et écrivain Sédik Kaba. Sédik, bonjour. Et un sommet de l'UA où on parlera de faire taire les armes cette année. Que peut-on y attendre? Conflicts that are flaring up in some parts of the continent. What can we expect from this meeting? Je pense que en choisissant ce projet de faire taire les armes en 2020, le chef d'État avait placé la barre un peu trop haut. Bien que l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Lamtam Lamara, soit un éminent diplomate qui a fait ses preuves lorsqu'il était à la tête du Conseil paix et sécurité, le pari était beaucoup trop gros. Mais l'idée, c'était au moins d'avoir cette ambition et d'encourager les pays africains à réduire la circulation et l'utilisation des armes. Malheureusement, depuis le lancement de cette initiative,
il n'y a pas eu d'avancée significative sur le continent. Au contraire, la situation s'est dégradée dans la zone du Sahel, elle a persisté à se dégrader dans le bassin du lac Tchad, et il y a eu, comme le malheur, la situation en Libye qui s'est envenimée avec la décision de Khalifa Haftar de lancer en avril de l'année dernière l'offensive sur Tripoli. Je pense que si on arrivait en tout cas à réussir ce palier de faire taire les armes, ce serait un énorme progrès pour le continent qui aurait alors l'occasion de se concentrer sur les défis du développement et de continuer à dépenser des sommes considérables dans les questions de sécurité, dans les questions de préservation de la paix. Les partenaires africains ont du mal à s'accorder sur certaines positions. On en a une illustration avec le soutien de l'Égypte au maréchal Haftar. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est pour cette raison que moi je pense que comme dans quelques jours on va arriver à la fin de la présidence égyptienne, ça va être une avancée considérable dans la prise en charge par l'Afrique du dossier libyen. L'Égypte était la présidence en exercice de l'Union africaine, mais elle était un acteur aussi en Libye puisqu'elle soutenait ouvertement le maréchal Haftar. Et peut-être que, de mon point de vue, en tout cas, l'Égypte a aussi été influencée dans son choix par des acteurs non africains qui sont l'Arabie saoudite, auquel l'Égypte est redevable, et les Émirats arabes unis. Maintenant que l'Égypte va abandonner ce dossier, il y a une chance que nous allions vers un consensus africain dans la gestion du dossier libyen, puisque, comme vous savez, à Brazzaville, il y a eu dernièrement la réunion du comité africain présidé par le président Sassou Nguesso. Il y a l'Algérie qui sort de sa situation de conflit interne, qui a commencé à s'intéresser au dossier libyen. Et le fait que l'avantage, je pense, pour l'Afrique, par exemple, dans le dossier libyen, c'est la neutralité des pays africains. L'Algérie n'est pas ni pour Haftar ni pour Farage. Le Congo-Brazzaville n'est ni pour et les voisins, c'est les pays de l'Égypte. Je pense au Niger, je pense au Tchad, je pense à la Tunisie. Donc il y a des leviers et il y a des chances que sur certains dossiers africains, sur certaines crises, il y a des possibilités. Si les gens laissent les Africains par eux-mêmes gérer, il y a des possibilités de trouver des consensus africains et de faire avancer. Très intéressant. Merci Sedi Kaba pour ces explications.